Les amis, on enchaîne, on ne s'arrête pas, on n'a même pas le temps de profiter d'une très belle victoire à l'extérieur contre Villarreal, que ça continue, cette saison effrénée ne s'arrête pas. Si on a passé une grosse partie des défis de cette phase de test, un nouveau défi se dresse face à nous, qui est cette équipe de catcheurs, l'équipe de Getafe. Alors, mesdames et messieurs, cette équipe de Getafe est actuellement 18e de Liga. C'est une des deux seules équipes à ne pas encore avoir gagné avec Las Palmas. Contrairement à Las Palmas, mesdames et messieurs, qui est une équipe qui, dans sa philosophie, aime le beau jeu et en tout cas a envie de gagner ses matchs, Getafe, eux, non. Ce n'est pas du tout leur objectif. L'objectif de Getafe, c'est que comme ils aiment beaucoup la boxe, ils aiment beaucoup le catch, ils aiment bien mélanger ça avec le football. Leur objectif principal est de faire pleurer, je pense, les gens qui regardent un match à la télévision. C'est leur objectif principal. Alors, ils vont se mettre à 50 dans leur surface de réparation. Ils vont essayer de donner des petits coups à la gorge par-ci par-là dès que l'arbitre a le dos tourné. Ils vont essayer de mettre des gros coups de pied, des gros coups de semelle au niveau des genoux des adversaires. Et peut-être que ça va passer. Peut-être qu'ils vont se sortir avec un 0-0. C'est leur objectif principal dans le football. Alors, ils ne jouent plus, bien évidemment, avec leur certain Damian Suarez, qui l'année dernière aurait mérité peut-être 50 cartons rouges contre le FC Barcelone. Mais il reste toujours un certain José Bordelas, qui est leur entraîneur et qui est bien évidemment l'homme qui donne cet esprit, qui donne cette mentalité à cette équipe. Donc ce football un petit peu de catcheur est loin de s'arrêter pour le FC Barcelone, qui va affronter une équipe un petit peu différente dans son idéologie que les équipes qu'elle a affrontées récemment, type Girona, type Villarreal, qui sont plutôt des équipes qui sont joueuses. Il va falloir faire donc attention du côté du Barça, car même si on affronte le 18e du classement, on va avoir une équipe qui va avoir pour seul objectif de nous embêter le plus possible, que ce soit par tous les moyens possibles, de nous faire péter un plomb et de faire en sorte que notre attaque ne trouve pas d'endroit, ne trouve pas de moment, ne trouve pas de situation, ne trouve pas d'action pour marquer un but. Donc faisons attention à ça. Du côté du FC Barcelone maintenant, 6 sur 6 en Liga, mesdames et messieurs, des buts en veux-tu, en voilà, des actions en veux-tu, en voilà. On est hyper heureux de ce qui est en train de se passer malgré toutes les blessures. On a une blessure par match en ce moment, ça continue et c'est pas des petites blessures. On gagne, on a le sourire. Alors, petit moment de doute à cause de cette défaite contre Monaco, qui a été un petit peu expliquée parce qu'on a quand même joué à 10 contre 11 pendant à peu près 90 minutes de jeu. Mais sinon, dans l'ensemble, on est quand même très content de ce qui arrive autour de ce Barça. Le cercle vertueux continue d'être assez important. Certains retours de blessés aussi nous redonnent le sourire. Alors tout n'est pas parfait. Encore une fois, on l'a dit, dans la récupération du ballon, notamment dans le bloc équipe, dans l'alignement à certains moments. Et c'est tout à fait normal. Nous sommes que fin septembre. C'est tout à fait normal et logique que l'équipe ne soit pas à 100%. Mais la mise en chauffe est quand même très importante du côté du Barça. Et donc on affronte cette équipe de Getafe. On est encore dans cette phase de chauffe, on va dire, qui est la grosse phase numéro 1. Avant d'arriver sur une phase numéro 2, on va y avoir des gros matchs type Real Madrid, type Bayern Munich, où là par contre il va falloir être un peu plus à 100%. Mais la grosse partie, on va dire, de cette phase 1 vient d'être passée. On a passé cette fameuse semaine de 3 matchs à l'extérieur contre 3 équipes solides, qui étaient Girona, Monaco, Villarreal. On s'en tire avec 2 grosses victoires en Liga. Comme on l'a dit, une petite défaite contre Monaco. Mais encore une fois, on a vu de très bonnes choses dans ces matchs-là. Mais attention, si on a fait des bonnes performances en Liga contre ces équipes-ci, il ne faut pas se relâcher contre les autres équipes. Là, on a un match contre Getafe, ensuite Osasuna. Après, on reprend la Ligue des Champions. Il faudra absolument gagner parce que sinon, on peut vite être mis en difficulté dans le classement. Et après, on a un match, il me semble, contre Alaves avant enfin d'arriver sur la deuxième trêve qui va embêter tout le monde. Mais ces matchs-là qui paraissent sur le papier un petit peu plus faciles pour le FC Barcelone, faut pas les lâcher parce que sinon, avoir gagné contre les plus gros, ça aura servi un peu à rien. Maintenant qu'on a un petit peu vu le contexte autour de ce match contre Getafe, passons au 11 du FC Barcelone. Et donc, bien évidemment, comme vous le voyez, il y aura Iñaki Peña, selon moi, au cage, qui est le gardien numéro 2, je pense, officiellement du FC Barcelone. En tout cas, qui va remplacer Ter Stegen. Que dire sur Iñaki Peña? On l'a vu la saison dernière, ça a été quand même compliqué. Alors, il faut pas non plus l'oublier. Les deux premiers matchs d'Iñaki Peña, c'était plutôt pas mal. On s'est même dit, ah, peut-être qu'on a un remplaçant à Ter Stegen. Ça passe. Franchement, ce qu'il a montré les 2 premiers matchs, on se disait, ça peut le faire, pourquoi pas. Ter Stegen était toujours un tout petit peu remis en question. On s'est dit, Iñaki Peña, ça peut être intéressant. On a vite vu que finalement, on commençait même à regretter Ter Stegen. Pour vous dire, même un Ter Stegen qui avait un niveau pas très élevé, on était content qu'il revienne après le passage d'Iñaki Peña, qui a été un gardien qui, je pense, a des qualités. Vraiment, il a des qualités brutes, intéressantes, mais mentalement, là-dedans, c'est très faible pour moi de la part de Peña. Dès qu'il commence à faire une petite faute, en fait, il sombre
instantanément. Et en plus de sombrer personnellement, il fait sombrer un tout petit peu sa défense qui n'est plus du tout en confiance. Il va falloir, je pense, bien l'encadrer, le petit, il va falloir faire attention à lui mentalement, faire en sorte que ce soit solide derrière. C'est pas forcément le cas actuellement du Barça, on l'a dit, avec notre jeu à risque. Du coup, va falloir voir. Il y a pas mal de rumeurs. Est-ce qu'on utilisera notre joker pour recruter un autre gardien? Est-ce qu'on achètera un gardien qui est libre actuellement? Beaucoup de rumeurs. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse définitive. C'est que des oui-dire pour l'instant, etc. Du coup, faisons confiance à Iñaki Peña pour l'instant. Ensuite, on arrive sur la défense. Et petite rotation pour ma part, je vous avais dit dans la vidéo pré-match de Villarreal qu'il allait avoir une grosse rotation, mais finalement, en fait, il y a déjà eu une grosse rotation contre Villarreal. Donc, typiquement, un Koubarsi, je pensais le faire souffler sur ce match-ci. Finalement, il a soufflé contre Villarreal. Un Baldé, je pensais le faire souffler sur ce match-ci. Il a soufflé contre Villarreal. Donc, je les mets titulaires sur ce match-ci. On retrouve donc un Baldé à gauche, Martinez qui fait une très bonne saison. Pour l'instant, Martinez, il faut le souligner. Je le souligne pas assez, je le souligne maintenant. Ensuite, à côté, Koubarsi, qui a quand même joué 30 petites minutes face à Villarreal. Et à droite, en revanche, de la défense, là, je fais un petit peu plus souffler. Je mets Hector Fort. Je fais souffler le grand Jules Koundé, qui fait un début de saison très très bon sur sa lancée, justement, de l'année 2024. Voilà, faut qu'il se repose un tout petit peu. Et en plus, en vue de l'adversaire qu'on a, je pense qu'un latéral droit typé plus offensif entre guillemets peut nous apporter aussi à certains moments. Alors Forte n'a peut-être pas le coffre pour jouer 90 minutes, mettre Koundé sur un peu la deuxième mi-temps, ça pourrait être une solution, mais en tout cas pour entamer ce match-ci, oui je vois bien une rotation au niveau de l'arrière droit. Maintenant, le milieu, mesdames et messieurs, c'est assez intéressant parce qu'il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Continuer, pourquoi pas, avec un milieu Garcia, Pedri et en phase 2, Pablo Torre. Pourquoi pas remettre le Pedri, Casado et Pablo Torre en numéro 10 ou pourquoi pas essayer réellement ce Garcia, Casado et Pedri numéro 10. Plusieurs solutions. Il n'y en a aucune pour lesquelles je suis contre. Franchement, il y a n'importe lesquelles de ces solutions qui est mise par Flick sur le terrain. Je serais content de l'avoir parce que j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Que ce soit Garcia qui soit positionné, qui permette un petit peu de faire souffler Pedri, qui quand même enchaîne pas mal, ça peut être intéressant. Que ce soit le retour d'un Pedri Casado, ça me ferait plaisir parce que c'est une sorte de double pivot que moi j'affectionne tout particulièrement. Que ce soit une nouvelle fois Garcia à côté de Pedri pour faire un petit peu souffler Casado aussi, ça peut m'intéresser. Dans tous les cas, ça va m'intéresser. Mais j'ai quand même une petite préférence pour celui-ci parce que selon moi, Pedri quand même a un petit peu soufflé face à Villarreal. Il est sorti à la 60e minute de jeu. Alors encore une fois, pour idée que même dans ce match-là, il faudra faire souffler Pedri, hein. Pas 90 minutes pour Pedri. Donc dans l'idée pour moi, c'est 60 minutes sur ce match-ci. Un Casado peut un petit peu enchaîner parce qu'il a joué, je crois, que 30 minutes face à Villarreal. Donc il peut pourquoi pas enchaîner. Et un Pablo Torre au mérite par rapport au très bon match qu'il a fait contre Villarreal. Pour moi, il mérite d'avoir ses minutes dans ce match-ci. Mais encore une fois, je suis pas contre d'autres solutions. C'est juste ma préférence. Et enfin, on arrive à ce qui se passe en attaque et c'est aussi intéressant. Il peut y avoir plein de solutions possibles. Un Pau Victor qui peut remplacer un Lewandowski, Pau Victor dans le demi-espace, Ansu Fati dans le demi-espace gauche, un Ferran Torres pourquoi pas en numéro 9 ou pourquoi pas même à l'aile droite. Il y a plein de solutions possibles entre guillemets pour faire souffler certains joueurs. Mais moi, je préfère ce trio-ci. Tout d'abord, Lewandowski, je le laisse. Alors vous allez me dire oui mais il enchaîne. Oui il enchaîne certes, peut-être encore une fois pas le faire jouer 90 minutes. Pour moi il va quand même être important, surtout face à un Getafe, on l'a dit, qui met de l'intensité, qui met du physique dans la surface de réparation. Lewandowski avec son expérience et quand même sa hauteur et son côté un peu physique, il peut un peu plus les mettre en danger que je trouve des joueurs comme Ferran Torres, comme Pau Victor ou comme Ansu Fati qui vont être des joueurs un petit peu faciles à bouger je pense, par rapport à leur jeunesse ou par rapport à leur niveau tout simplement intrinsèque. Lewandowski ça va être solide, ça va être important pour être un réel poids dans la surface de réparation. Du coup, je le laisse. L'autre choix que je fais, c'est de laisser Rafinha et de laisser Rafinha dans le demi-espace gauche parce qu'il peut y avoir une possibilité de pourquoi pas le mettre ailier droit et le changer avec Lamine Yamal. Mais pour moi, Rafinha, il apporte tellement plus quand il est demi-espace gauche que quand il est à l'aile couloir. On l'a bien vu l'année dernière et là, cette année, il apporte tellement dans le demi-espace. C'est trop important. Et puis, en plus de ça, le fait d'être dans le demi-espace, il t'apporte aux abords de la surface de réparation pour pourquoi pas des frappes de loin. Et les frappes de loin face au bloc bas d'un Getafe, ça peut être une arme. On n'a pas les artilleurs comme Dani Olmo. Rafinha est un des seuls qu'on va avoir sur le terrain. Ça va être réellement une arme. Et plus il est proche des cages, entre guillemets, et de l'axe, plus ça va devenir une arme. C'est pour ça que je laisse Rafinha dans ce positionnement. Et en revanche, il y a un point sur lequel je suis un tout petit peu intransigeant pour ce match-ci, c'est Lamine Yamal doit rester sur le banc. Il faut faire absolument souffler le petit. Alors ça nous oblige de diminuer notre niveau, parce que je mets typiquement un Ferran Torres. Mais bon,
Je sais pas si ça sert à quelque chose de dire que Ferran Torres, au niveau de Lamine Yamal, c'est vraiment tout en dessous. Mais voilà, on perd oui en niveau, mais le petit, il faut absolument qu'il sauve. Il faut pas le mettre en danger. Vous avez vu contre Villarreal, les mecs à 10 minutes de la fin, ils ont commencé à péter un câble, ils ont fait des sales gestes. Getafe, ça va être 100 fois pire. En plus de ça, le petit a enchaîné. J'aurais un tout petit peu aimé qu'il sorte assez tôt face à Villarreal. Ça n'a pas été le cas, surtout par rapport au score. C'est pas grave, j'en veux pas à Flick, mais j'aurais un tout petit peu apprécié cela. Du fait de cette non-sortie, il faut absolument qu'il soit mis au repos contre Getafe, qui en plus peuvent largement le mettre en difficulté sur un plan physique. Donc je mets quelqu'un de moins forte. Oui, Ferran Torres, bien évidemment, ça va déplaire à beaucoup. Oui, on va perdre en niveau, mais il faut faire souffler le petit. Et en plus, ce qui peut être intéressant, c'est que Ferran Torres et Rafinha peuvent un tout petit peu permuter. À des moments, trouver un Rafinha qui va être couloir droit, même si une nouvelle fois, je suis pas très fan de ça, et un Ferran Torres qui peut se mettre dans le demi-espace, ça peut apporter un petit peu plus de mobilité au FC Barcelone. Voici donc mon 11 pour le match contre Getafe. Passons maintenant aux attentes. On va être sur une configuration de match qui va être différente du côté du FC Barcelone. On a un adversaire différent que ceux qu'on a affrontés depuis ce début de saison, notamment on va dire depuis Girona où les matchs commencent à être assez sérieux. Girona, Villarreal. On va dire que c'était des équipes, encore une fois, joueuses, qui te laissent de l'espace. Leur but à eux, c'est aussi de marquer des buts. Ça va être des équipes vraiment style espagnol, etc. Là, tu affrontes une équipe, c'est pas du tout son objectif de marquer des buts. Du coup, du côté du Barça, je pense pas qu'on va être mis en difficulté sur les petites faiblesses qu'on a vues sur les derniers matchs. Vous savez, ces petites faiblesses où dans l'axe, on se fait transpercer beaucoup trop vite, où notre bloc est des fois très haut, n'est pas assez compact. Contre Getafe, on verra pas, je pense, cette faiblesse. Parce que cette faiblesse, elle se verra surtout quand tu affrontes des bonnes équipes, qui ont été les équipes qu'on a affrontées, et aussi les très grosses équipes. Là, on l'a dit, peut-être notre football à risque, il va se voir un petit peu plus, il va nous coûter un petit peu plus cher. Parce qu'encore une fois, ce football à risque, il nous rapporte beaucoup, il nous permet de nous créer beaucoup d'occasions, de marquer beaucoup. On l'a vu sur ces derniers matchs, on marque beaucoup. Contre les gros, en revanche, qui vont être méchants face à nous, oui, on va se créer beaucoup. Est-ce qu'on va concéder beaucoup? C'est ce qu'on verra en tout cas dans la phase 2 quand on affrontera les vrais cadors. Mais en tout cas, contre les petites équipes comme Getafe, je pense pas qu'on verra grandement ce point de difficulté du côté du FC Barcelone. En revanche, le point de difficulté qu'on aura, c'est trouver les espaces, trouver des solutions pour se créer des occasions face à une équipe dont l'objectif est absolument de fermer toutes les portes possibles et inimaginables et de te faire péter un câble. Du coup, la configuration est totalement différente. C'est intéressant pour le Barça parce que tu affrontes justement ce style qui est différent, qui est un style que tu vas retrouver de toute façon. Parce que là, les équipes, elles voient que le Barça, ça marche bien, ça joue bien au football. Qu'est-ce que les petites équipes, elles font généralement quand elles voient qu'une équipe, elle marche bien en termes footballistiques? Elles resserrent les liens et elles font en sorte de bien défendre, de mettre des blocs bas, des blocs resserrés. Donc c'est bien d'affronter une équipe de ce style-là qui va nous mettre en difficulté physiquement, dans l'intensité, dans les duels, qui nous mettra pas en difficulté sur l'autre partie, je vous ai dit, du football à risque. Donc ça, il faudra le garder en tête, il faudra peut-être pas l'observer sur ce match-ci et le juger sur ce match-ci, mais il y aura un autre type de difficulté. C'est intéressant pour le Barça de faire face à ça. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo pré-match de la rencontre Barça-Getafe. On retrouve le Montjuïc, on espère une victoire de notre Barça, ça ferait vraiment plaisir, mais ça va pas être si facile que ça. On espère se mettre à l'abri le plus rapidement possible parce qu'on le sait en plus, face à ces équipes-ci, si tu marques tôt, ça t'aide grandement. Donc on l'espère que ça va marcher de cette manière-là, qu'on va faire souffler les joueurs qu'il faut faire souffler, qu'il va y avoir une bonne gestion de l'effectif. Je suis quand même assez confiant dans l'ensemble pour que ça se passe bien. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous attendez de ce match-ci, votre 11, votre pronostic en commentaire, comme d'habitude. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.